Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Méditerranée plurielle. Un magazine en ligne, un espace d'échange et de dialogue entre les 22 pays de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous Monsieur François Burga. Monsieur François Burga, qui est directeur de recherche au CNRS, politologue, spécialiste du monde arabe contemporain. Il a été directeur du Centre français d'archéologie et de sciences sociales au Yémen, et puis directeur du Proche-Orient IFPO. Monsieur François Burga, bonjour et bienvenue à Méditerranée plurielle. Merci de m'accueillir. Ce que je voudrais évoquer ce soir brièvement, c'est la problématique des ingérences étrangères dans les conflits au Proche-Orient et au Maghreb. Enfin, dans les conflits, dans le tissu politique des pays arabes ou même des pays musulmans en général. Et donc dans les dynamiques politiques dans leur ensemble. Je voudrais dire deux choses qui sont un petit peu contradictoires. D'abord, je voudrais faire l'inventaire sans aucune ambition d'exhaustivité, c'est juste quelques petits repères. Je voudrais faire l'inventaire de ces formes diversifiées d'ingérence étrangère dans le tissu politique du monde musulman, en rappelant deux, trois exemples historiques et en soulignant les évolutions qui se sont produites au cours, on va dire, des 10 dernières années ou depuis 2011, c'est le début des printemps arabes. Mais où je voudrais en venir, c'est presque le plus important. Où je voudrais en venir, c'est de dire, oui, il est extrêmement important de savoir qu'il y a des situations politiques au Proche-Orient qui n'appartiennent plus aux citoyens des pays concernés. La crise syrienne n'est plus dans les mains des Syriens. La crise yéménite n'est plus dans les mains des Yéménites. Donc ça, c'est très important de le dire. Et il faut identifier les acteurs qui interfèrent avec le destin de ces populations, leurs agendas respectifs, les dénoncer et, le cas échéant, les combattre si on sort du terrain de l'analyse. Mais ce que je voudrais dire également, c'est qu'il est extrêmement dangereux, et c'est un problème qui est récurrent actuellement, de surestimer le volume des ingérences étrangères dans le tissu politique du monde musulman, au point de déboucher, je vais me faire comprendre en prenant un exemple un peu caricatural, mais qui est très réel, au point de considérer que Baghdadi, c'était un agent du Mossad, que Ben Laden, il a été fabriqué par la CIA, ou que l'opposition syrienne, c'est une poignée de gens qui sont dans les mains des Occidentaux ou des Israéliens pour nuire à un acteur de la résistance anti-israélienne. Donc ça, c'est extrêmement grave parce que, bon, on le redira, ça aboutit à la négation complète des acteurs locaux et des peuples dans leur ensemble. Donc, passons à la première partie brièvement pour dire que, ben oui, c'est une réalité des dynamiques politiques. Les voisins d'une arène nationale tentent de s'ingérer de diverses manières. On va voir comment. Mais peut-être un petit préalable. On ne peut pas renvoyer dos à dos comme illégitime et inacceptable toutes les formes d'ingérence étrangère parce que leur légitimité, leur signification dépend en fait de la qualité des acteurs qui en sont les destinataires. Qu'est-ce que je veux dire par ce vilain jargon? Je veux dire que je ne peux pas renvoyer, c'est le degré de légitimité géodémographique des intéressés qui détermine le comportement que l'on peut avoir en tant non plus qu'observateur, mais en tant qu'acteur de la scène politique mondiale. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos l'intervention qui est faite à la demande d'un régime légitime d'un régime démocratique qui a une assise démocratique et le soutien à Bachar ou à Sisi. Voilà. Il faut dissocier en termes d'ingérence étrangère ceux qui soutiennent Bachar et Sisi qui aident à les pérenniser et ceux qui aident les victimes, les martyrs de la résistance à ces régimes autoritaires. Bon, comment se produisaient ces ingérences étrangères?
Ben, traditionnellement, d'abord, c'était les Occidentaux qui interféraient dans les luttes politiques dans le monde musulman. On va voir que ça n'est plus le cas. Depuis 2011, il y a de nouveaux acteurs régionaux et ils sont extrêmement importants. Mais disons traditionnellement, en caricaturant à peine, je vais prendre une caricature quand même du Canard enchaîné paru il y a fort longtemps, dans les années 90, un jeune garçon qui demandait, qui était supposé demander au président Chirac, mais pourquoi soutenons-nous tous les dictateurs arabes? Et le président Chirac lui répondait, mais mon jeune ami, personne ne veut le faire, leur peuple ne veut pas le faire, alors il faut bien que quelqu'un s'en charge. Donc, la matrice des ingérences étrangères dans le monde musulman, ça a été très longtemps que les Occidentaux ont soutenu des régimes illégitimes, dictatoriaux, abandonnés de leur peuple et qu'ils ont aidé à pérenniser ces tyrannies. Alors, il faut techniquement savoir qu'il y a deux façons de faire une ingérence étrangère. Selon qu'on aime ou qu'on n'aime pas le régime, eh bien, on aide le régime à surmonter ses oppositions ou bien on accroît les oppositions au régime en les soutenant. Lorsque sur une chaîne d'info directe française, vous voyez des manifestants qui sont présentés comme de courageux héros, vous pouvez être sûr que c'est une manifestation qui a lieu en Iran ou en Turquie. Les manifestants, ceux qui protestent contre les régimes dont nous considérons qu'ils ne sont pas nos amis, sont évidemment légitimes. Ces interférences, ces ingérences étrangères, elles peuvent être explicites, militaires, ou elles peuvent être beaucoup plus pernicieuses. Il n'est pas la peine de parler de celles qui sont explicites, qui sont militaires. Les Israéliens bombardent régulièrement, par exemple, la Syrie, en profitant un peu de l'opacité de la crise syrienne. Mais on peut aider ceux qui bombardent. Les Français ont aidé, ont fourni les imageries satellites aux Saoudiens pour bombarder le Yémen. Donc, il y a toute une gamme. On peut armer les opposants ou on peut armer les régimes. Et alors, bon, on a récemment une liste impressionnante de ces interventions. Ce que je voulais souligner, revenir sur l'idée que j'ai évoquée tout à l'heure, il n'y a plus que les Occidentaux qui sont des acteurs des ingérences dans le monde musulman. Il y a les musulmans eux-mêmes, il y a des acteurs régionaux qui s'inscrivent dans ce grand clivage qui traverse actuellement le monde musulman sur le plan politique. On va dire pour faire simple, la révolution telle qu'elle a été portée, les exigences démocratiques portées par le printemps arabe, et puis la contre-révolution arabe. Et donc, il n'y a plus seulement les Occidentaux qui soutiennent des pouvoirs autoritaires, qui soutiennent Haftar. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a notamment les Saoudiens, il y a les Émiratis, ce sont les héros de cette nouvelle forme d'ingérence étrangère. Il y a les Émiratis, il y a bien sûr les Iraniens. Et ces acteurs-là sont particulièrement décisifs. L'archétype de l'ingérence étrangère récente, c'est notamment le soutien iranien d'abord, russe ensuite, qui ont aidé un régime totalement abandonné par sa population, le régime syrien, à survivre envers et contre tout. Et donc, il faut savoir que dans ce cas-là, les ingérences étrangères, elles exacerbent les tensions inhérentes aux arènes nationales, elles nourrissent la montée aux extrêmes. Dans un article que vous lirez bientôt, dans quelques jours, sur un site qui s'appelle Les Clés du Moyen-Orient, je me suis amusé, je me suis intéressé à montrer qu'au Yémen, pays où j'ai vécu 6 ans, très spécifiquement, l'apparition des groupes, pour qu'apparaissent des groupes, on va dire djihadistes, pour faire simple, des groupes extrémistes, il ne suffit pas que les institutions nationales commencent à dysfonctionner de façon majeure. Il ne suffit pas que les institutions de la représentation politique dysfonctionnent. Il faut qu'il y ait une ingérence extérieure, il faut qu'il y ait une ingérence étrangère pour maintenir la capacité du régime à s'opposer à toute régulation intérieure. Donc voilà, une toute petite partie du panorama des ingérences extérieures, des ingérences étrangères dans le tissu du monde musulman. Les méthodes, encore une fois, sont diversifiées.
Les méthodes, encore une fois, sont diversifiées. Elles peuvent être explicites et elles peuvent être extrêmement pernicieuses. Je voudrais vous en citer une. Depuis toujours, vous savez, dans les enceintes nationales, on dit la police infiltre des casseurs dans les manifestants. Eh bien, cette technique d'infiltrer les opposants pour les radicaliser, elle est employée pas seulement par les régimes à l'égard de leurs opposants, mais par des acteurs extérieurs qui veulent que des oppositions radicales émergent pour pouvoir légitimer leur interventionnisme, leur lutte contre le terrorisme, cette lutte contre le terrorisme qui leur permet de s'abstraire de toutes les contingences nationales, de toutes les frontières. Je donnerai un exemple parce qu'il n'est pas très connu, mais vous pouvez en googlant retrouver ça. L'État hébreu ne se contente pas de bombarder la Syrie. L'État hébreu a pu fabriquer dans les années 50 des faux attentats contre les communautés juives vivant en Égypte ou en Irak pour les pousser à fuir en direction de l'État d'Israël. On le sait moins, en 1981, avant l'invasion du Liban, l'État hébreu s'est permis de fabriquer un mouvement libanais anti-palestinien qui a multiplié des attentats d'une extrême gravité qui ont fait plusieurs dizaines de morts sur les marchés de la ville de Beyrouth. Et il s'agissait de monter la population libanaise contre l'OLP pour amener l'OLP à réagir et donc pour justifier une intervention extérieure. On pourrait parler pendant des heures de cette problématique. J'espère que je vous ai convaincu qu'on ne peut pas comprendre les problèmes, les tensions inhérentes au Proche-Orient si on ne fait pas la part des ingérences extérieures, qu'elles soient explicites, qu'elles soient militaires ou qu'elles soient diplomatiques ou qu'elles soient directes ou indirectes. Avant de passer à ma seconde partie qui est très brève, je vous rassure, je rajouterai un élément de complexité. La façon qu'ont les Émiratis actuellement d'intervenir dans le monde musulman peut être directe. Ils combattent aux côtés de Haftar en Libye pour imposer un régime militaire en substitution d'un régime qui n'est pas parfait, qui est le régime du gouvernement d'accord national, mais qui est porté par le multilatéralisme et qui est le porteur des espoirs démocratiques du pays depuis la révolution anti-kadhafiste. Mais les Émiratis font autre chose. Les Émiratis, petite anecdote, j'ai eu le privilège d'être reçu par Monsef Marzouki lorsqu'il était à la présidence de la République tunisienne et je lui avais dit « Qui est-ce que vous craignez? Qui sont vos ennemis ?» Il m'a dit « Je crains les Émiratis. » Les Émiratis financent des faux partis politiques, financent des organes de presse pour abattre l'expérience tunisienne qui a l'inconvénient à leurs yeux de démontrer qu'un parti islamiste peut participer pacifiquement à une transition démocratique. Mais les Émiratis font plus que ça. Ils fonctionnent de manière indirecte. Les Émiratis tentent de mobiliser l'opinion publique européenne. Comment? En surfant la vague islamophobe que nous connaissons tous. Pourquoi les Émiratis veulent-ils que l'islamophobie monte en Europe? Parce qu'ils la convertissent en dividende, la convertissent en discrédit de leurs opposants nationaux. Donc, ils instillent, ils encouragent l'islamophobie en Europe parce qu'ils se disent ça contribue à discréditer nos opposants, les opposants au régime autocratique de la région étant tous, dans leur immense majorité, liés au courant de l'islam politique. J'arrive à ma conclusion, qui est ma deuxième partie. Malgré tout ce que j'ai dit sur l'ampleur de ces ingérences étrangères, attention à leur faire jouer un rôle qu'elles ne jouent pas. Attention à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'énorme erreur analytique de croire que, comme M. Mélenchon malheureusement, donc je ne parle pas dans le vide, que la guerre de Syrie, c'est une guerre pour le pétrole. Non, la guerre pour la Syrie, la guerre en Syrie, c'est avant tout une population qui s'est rebellée contre un pouvoir épouvantablement totalitaire. Et donc, le danger qu'il y a quand on dit Bardadi, c'est un agent du Mossad, prenons l'exemple de Ben Laden et la CIA. On dit Ben Laden est fabriqué par la CIA. Non, les Américains ont eu des intérêts communs
avec les djihadistes qui résistaient à l'ingérence soviétique dans le tissu d'un pays musulman, l'Afghanistan. Mais lorsque les Américains se sont substitués aux Soviétiques en Afghanistan, s'ils avaient été une créature de la CIA, les djihadistes seraient rangés aux côtés des Américains. Or, vous savez bien qu'ils ont continué la lutte, plus contre l'URSS, mais contre les Américains. On voit donc bien que ce raisonnement ne tient absolument pas. Donc, si on dit Daesh, c'est fabriqué par le Mossad, on se prive de ce qui nous permet de comprendre pourquoi il y a eu une telle montée aux extrêmes en Syrie et en Irak. Et très souvent, et je l'ai refait récemment, j'aime bien donner la parole aux Syriens pour nous dire cela. Et je vous suggère de googler quelqu'un qui s'appelle Yassine Haj Saleh, qui s'est exprimé à de très nombreuses reprises pour dire aux gauches occidentales et aux gauches arabes, surtout maghrébines, les gauches du Proche-Orient sont plus proches du terrain. Mais dans les gauches maghrébines et dans les gauches françaises, on a ce laisser-aller paresseux qui consiste à dire l'opposition syrienne n'existe pas, ce sont des marionnettes de l'émir du Qatar ou du président français. Et Yassine Haj Saleh leur a dit avec une grande violence, mais tout ce que je vois dans votre position, c'est une ignorance absolue de la situation de notre pays. Nous, femmes, hommes, militants de gauche, de toutes les composantes du tissu politique, vous nous ignorez, vous nous méprisez. Donc voilà, le point auquel je voulais arriver, c'est qu'il est très important de réintroduire la part des ingérences extérieures, étrangères, qui se sont complexifiées, qui ne sont plus seulement celles des Occidentaux, qui sont celles de l'axe de la contre-révolution arabe, dont les Émiratis ont pris la tête avec toutes sortes de moyens d'une extrême malhonnêteté en fabriquant des faux think tanks dans le tissu, par exemple, médiatique français. Allez voir ce que c'est que Global Watch Analysis, hein, c'est-à-dire ces officines qui recrutent des influenceurs français pour cultiver l'islamophobie. Bon, mais malgré tout ce que je vous dis là, je conjure ceux qui m'écoutent de ne pas céder à la facilité de croire que les guerres au Proche-Orient sont la faute seulement d'Israël. Il ne faut pas oublier les mécanismes de la dégradation des mécanismes de la représentation, sinon on affiche ce mépris terrifiant qu'une partie de la gauche, j'ai cité Mélenchon, je le recite sans complexe, qui félicitait le peuple américain de se lever, mais qui n'a jamais en quelque sorte reconnu qu'il existe un peuple syrien. Alors voilà, pour reconnaître que les peuples ont actuellement une part essentielle dans l'histoire qui s'écrit dans cette région-là. Il faut se garder donc des deux extrêmes que j'ai identifiés ce soir, nier la part des ingérences étrangères et la surdéterminer au point d'oublier le rôle essentiel des acteurs locaux. Merci beaucoup de votre attention. On se retrouvera peut-être, il y aura peut-être des questions et des critiques et je serai heureux d'y répondre. Monsieur François Burga, merci pour votre intervention. Nous arrivons à la fin de cet enregistrement. Nous vous invitons vivement à vous abonner à notre chaîne YouTube, Instagram, Twitter et Facebook du magazine en ligne Méditerranée Plurielle. Et à très bientôt autour d'une autre thématique en lien avec la Méditerranée.